Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Pour ce dernier entretien, avant la pause estivale, j'ai voulu interroger à nouveau Maud Joseph, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Notre précédent échange date d'il y a exactement un an. Maud Joseph est à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne depuis septembre 2019 et vit à Kiev depuis 2013. Maud Joseph, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Depuis Kiev, vous êtes bien depuis Kiev ce soir avec nous. Oui. Bon, alors bien évidemment, comme précédemment, ce qui nous intéresse, c'est votre quotidien, votre ressenti, votre vécu en ce moment. Mais si vous le voulez bien, on va commencer par une première question sur la situation générale. Lundi 8 juillet, des attaques russes ont fortement endommagé plusieurs villes d'Ukraine, faisant des dizaines de victimes. À Kiev, le plus grand hôpital pour enfants a notamment été touché, faisant 44 morts. À l'est et au sud-est, l'armée du Kremlin avance, même si les Ukrainiens ont pu regagner certaines positions. Lors de notre précédent entretien, il y a donc un an, vous étiez plutôt optimiste, si je me souviens bien, quant à un dénouement favorable à l'Ukraine, en tout cas avec beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, quel est votre sentiment ? Aujourd'hui, je suis malgré tout, je vais dire, toujours optimiste. Je crois toujours en une victoire ukrainienne parce que de toute manière, nous n'avons pas le choix. Maintenant, on est dans une phase compliquée en Ukraine. J'ai encore du mal parce que je suis à Kiev et le 8, nous étions au bureau. Je peux vous dire que l'hôpital pour enfants, qui est un peu l'équivalent de Necker quand même en France, qui est le plus grand hôpital pédiatrique en Ukraine, je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment quelqu'un a pu planifier une attaque contre un hôpital pédiatrique. Pour moi, et pourtant c'est la guerre. Tous les jours il y a des morts, tous les jours on supporte tout ça, mais là, on a quand même franchi une étape dans l'horreur pour nous. Et nous, on était en train de finaliser l'organisation de notre prix de la femme d'affaires, qui est un prix qui récompense les femmes entrepreneurs en Ukraine et qui depuis 2022 récompense vraiment la résilience de ces femmes. Et on était au bureau, les murs ont tremblé, c'était tellement violent que je ne m'en remets toujours pas. Et c'est quelque chose, ce sentiment-là, et je suppose partagé par les Ukrainiens que vous connaissez, c'est-à-dire qu'ils disent que là, véritablement, on est allé au-delà de ce qui est... il n'y a rien qui est admissible, mais au-delà de l'horreur. Exactement. Mais je n'ai jamais entendu parler un Ukrainien et qui disait que il fallait céder des territoires à la Russie ou en tout cas arrêter cette guerre de n'importe quelle manière. Donc aujourd'hui, je ne sais pas personnellement comment sera la victoire, mais personne n'imagine arrêter comme ça. Oui, malgré ce qui est en train de se passer aujourd'hui, voilà, on ne veut absolument pas céder, et précisément aujourd'hui, il ne faut pas céder, c'est ce que vous dites. Non, on ne cédera pas. Alors, vous êtes en ce moment donc à Kiev. Quelle est l'ambiance au sein de votre communauté, c'est-à-dire la communauté d'affaires
française, mais aussi et peut-être surtout ukrainienne francophone que vous connaissez bien, et puis plus généralement l'ambiance à Kiev. Mais parlons d'abord de ceux qui sont, celles et ceux qui sont proches de vous, avec qui vous travaillez. En fait, on a eu une année, puisqu'on s'était vu on avait discuté il y a un an. On était optimiste, on arrivait à travailler, et on va dire que c'était un peu comme ça jusqu'en mars dernier. En mars, les frappes ont recommencé sur les installations électriques, et en fait, il y a deux phénomènes qui sont pas forcément liés, mais qui compliquent la vie de notre communauté d'affaires et des Ukrainiens. C'est donc les frappes sur les installations électriques ont recommencé depuis fin mars et début avril. Et en mai, il y a eu une nouvelle loi de mobilisation. Et aujourd'hui, les entreprises et les Ukrainiens souffrent de ces deux phénomènes. Mmh. Donc les hommes qui sont appelés à les combattre, et le manque d'électricité. Par exemple, on nous a coupé l'électricité à 12h03 hier au bureau, et depuis on marche sur ce qu'on appelle ici des écoflots. Des écoflots, ce sont des grosses batteries. D'accord, des générateurs accumulateurs. Donc je pense que c'est des grosses batteries sur lesquelles on branche nos ordis, des petites lampes. D'accord. Voilà. Et de façon... Il fait 40 degrés, il fait 40 degrés en ce moment. Et de façon générale, dans la ville, comment ça se passe? Il y a quand même pas mal de... Enfin, la circulation est moindre, ou il y a toujours pas mal de trafic? Est-ce que les piétons marchent dans la rue normalement? Oui, alors ça, c'est vrai que ça fait partie de cette chose étrange et cette balance entre ce qu'on vit et et que de toute manière, pour pouvoir continuer à vivre, il faut vivre. Donc les magasins sont ouverts, les restaurants sont ouverts, la vie, on essaie de faire en sorte que la vie continue. Nous avons maintenu notre événement, par exemple, de remise des prix de la femme d'affaires. L'ambassade de France a par exemple organisé un 14 juillet symbolique à Kharkiv, dans les sous-sols de l'Opéra, dimanche dernier. Donc voilà, on essaie quand même de continuer à vivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, et ce qui continue quand même à vous faire espérer? Ce qui m'inquiète le plus, c'est la longueur de cette guerre. Alors au début, on pensait qu'elle allait être courte. Combien de fois j'ai imaginé la fin de la guerre. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion à l'ambassade qui nous a dit qu'il fallait qu'on tienne encore 3 ans. Alors je sais que personne ne sait quand elle se terminera, cette guerre. Mais 3 ans, c'est encore long. Vous faites, si je me souviens bien, des allers-retours entre Kiev et Paris, quand c'est possible. Alors je passe une semaine par mois à Kiev. Et là, pendant l'été, je suis là tout le mois de juillet. Alors que vous pourriez être en France, vous décidez de rester à Kiev. Vous parliez de cette remise du prix de la femme d'affaires sur les derniers mois. Quelles ont été vos activités à la Chambre, celles que vous avez pu mener? Alors, en fait, depuis décembre 2022, notre conseil d'administration est soutenu par CCI France et CCI France International. Nous
nous avons commencé à être présents sur toutes les activités de reconstruction de l'Ukraine pour essayer de faire comprendre la reconstruction aux entreprises françaises qui ne sont pas encore présentes en Ukraine. Donc on avait commencé en 2023 par des webinaires, des podcasts, des newsletters. On a une newsletter mensuelle qui est très lue. Et cette année, d'abord le 7 mars, puis le 16 mai, nous avons organisé des conférences à Paris avec des partenaires français et qui ont vraiment beaucoup rassemblé en France. Donc on a senti un intérêt des entreprises françaises pour l'Ukraine. Donc on est assez content là-dessus. Après, on s'aperçoit aussi que tout le monde nous dit qu'on va attendre la fin de la guerre pour venir. Donc je sais plus quoi trop répondre parce que dans l'idéal, il faudrait commencer à venir maintenant pour être prêt pour la fin de la guerre. D'ailleurs, est-ce que certaines entreprises d'autres nationalités n'ont pas froid aux yeux et arrivent déjà à Kiev pour préparer la reconstruction? Oui et non. Il n'y a pas vraiment un afflux comme on l'imagine, d'entreprises américaines, allemandes ou japonaises, comme on le dit, mais certains commencent à arriver. Mais il y a aussi certaines entreprises françaises qui y arrivent. Mais on sent que généralement, tous ceux qui viennent à nos conférences à Paris, ils sont encore dans la phase d'information. Et pas encore de réflexion pour venir. En tout cas, administrativement, si on veut aujourd'hui monter une entreprise à Kiev, c'est possible. Oui. Il y a les procédures. Les procédures. Il y a quand même un système administratif qui fonctionne toujours, j'imagine. Les banques fonctionnent. Depuis le premier jour de la grande invasion. Les banques fonctionnent. Elles n'ont jamais arrêté de fonctionner. Donc théoriquement, elles étaient ouvertes tous les jours. On peut, si on n'a pas, encore une fois, trop froid aux yeux, monter déjà une société à Kiev, enfin en Ukraine, ça dépend où. On peut aussi venir venir déjà rencontrer des partenaires dans un premier temps. Mais et puis voilà. Et puis on a aussi avec la French Tech Kiev et des partenaires ukrainiens comme le ministère du digital ou les associations tech en Ukraine. Nous avons fait venir une délégation d'entreprises de start-up ukrainiennes à Vivatech. Nous avions un grand stand. Et voilà, donc ça fait partie une partie de nos activités s'est déplacée en France. Et nous continuons aussi à faire des activités en Ukraine. On va dire que en 2023, 90% de nos activités étaient en Ukraine, avec des petits déjeuners, des rendez-vous, des conférences avec des députés, des ministres ukrainiens. Tout ce que l'on faisait avant et qu'on continue à faire. On continue des événements de networking parce que dans des temps comme ça, les gens ont besoin de se rencontrer, d'échanger, et c'est aussi pour ça que nos comités, et en particulier les comités RH et CFO, fonctionnent très très bien. Et on a aussi un comité agro qui fonctionne très très bien en ce moment, parce que il est intéressant toujours d'échanger sur les problèmes qu'on a, sur comment, par exemple, le dernier thème du comité RH, c'était la mobilisation, comment les entreprises françaises faisaient face à la mobilisation de leurs employés. Et la deuxième, c'est le retour des mobilisés dans les entreprises, parce que est-ce qu'ils peuvent reprendre leur travail comme avant? Est-ce qu'il faut aménager le poste de travail? Est-ce qu'il faut un soutien psychologique ou Ça s'est mis en place, par exemple, le soutien psychologique dans les entreprises françaises. D'entreprises,
cas, beaucoup d'entreprises françaises, ça fait partie des sujets Du que protocole, l'on quoi. suit depuis le début, depuis le 22 janvier 2024. Très rapidement, il y a des soutiens psychologiques qui ont été mis en place dans les entreprises, en tout cas les entreprises françaises, mais je suppose dans beaucoup d'entreprises. Voilà. Et aujourd'hui, les grandes questions, c'est la réinsertion dans l'entreprise des soldats. Et la plupart des entreprises françaises sont restées et restent à Kiev, en Ukraine. En tout cas, oui, c'est ce qui est étonnant, et c'est pour ça que la Chambre est toujours présente en Ukraine, c'est qu'aucune grande entreprise française n'a quitté l'Ukraine depuis le 22 février 2022, 24 février 2022. Voilà, c'est incroyable, et ces entreprises chaque jour, parce qu'il faut être ingénieux, créatif, essayer de trouver des solutions à chaque fois. Donc vous savez, on travaille, on subit des vagues. On pense à chaque fois qu'on a résolu un vrai problème, et puis en fait, donc d'abord c'était l'énergie, ensuite, à chaque fois on imagine qu'on a trouvé une solution, et puis après il faut se réinventer pour trouver de nouvelles solutions. Donc il y a toujours une phase. Alors je vois, en tout cas pour moi, où je me dis mais comment on va s'en sortir, mais à force je sais qu'on va finir par s'en sortir, mais là aujourd'hui je suis quand même dans cette phase un peu de creux de la vague, où je sais vraiment pas comment voilà, comment on va s'en sortir. Dans l'idéal, il faudrait qu'on ait un générateur, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, oui. Ouais. Est-ce que vous sentez un soutien de la part des partenaires de l'Ukraine, toujours fort, soutenu, même s'il y a il y a quelques retards, je pense notamment au système de défense, antimissiles et autres. Et de la part de la population, est-ce que vous vous sentez toujours soutenu, ou alors cet essoufflement qu'on entend parfois, il est aussi présent? Je pense. Alors, je vais parler en tout cas de la France. La France a choisi son camp très clairement avec Emmanuel Macron. Donc, on sent un vrai soutien de la France. On sent aussi qu'en 2 ans et demi, l'opinion est plutôt favorable à l'Ukraine. C'est un peu d'une opinion qui était quand même, sans vouloir choquer, assez pro-russe. On est arrivé, je pense qu'en France, en tout cas... Fait une partie de l'opinion, en tout cas, oui. Une grande partie de l'opinion a compris que la Russie ne pouvait pas gagner et qu'il fallait soutenir l'Ukraine. Et concernant les autres pays, enfin, il y a la France, on est d'accord, mais le monde occidental, de façon générale, vous sentez depuis Kiev que voilà. Donc on a tous les yeux vers les États-Unis et les élections américaines. C'est la question que j'allais vous poser. Oui, est-ce que l'arrivée possible, on va dire ça comme ça, de Trump inquiète particulièrement? Elle nous inquiète tous, je pense. Maintenant, je sais, il est tellement imprévisible que je ne sais pas quoi dire. Et puis quelque part, voilà, je reviens à ce que vous disiez au début, Trump ou pas Trump, de toute façon, on va continuer. Et puis voilà, c'est le sentiment qui domine, hein, d'après ce que vous dites. C'est que après tout ce qu'on a vécu, coûte que coûte, on va continuer à se battre, c'est ça? Oui, et surtout, on a un vrai soutien européen, avec la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, les pays baltes. Alors, j'aimerais vous poser maintenant une question suite à un reportage de la chaîne Arte que j'ai vu diffusé en début d'année, je crois, et qui montre à quel point cette guerre terrifie aussi les familles ukrainiennes, hein, qui ont peur de perdre des êtres chers, et comment beaucoup de jeunes disent ne pas vouloir mourir
pour leur drapeau. Alors c'est un angle un peu différent, on va dire. Hein. On ne voit pas souvent des reportages de ce type qui sont un peu en contraste par rapport à l'élan va-t-en-guerre très assuré du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça génère en vous quand vous écoutez ce genre de témoignage? Je me dis que c'est normal d'avoir peur d'aller se battre. Il y a des morts tous les jours. Donc je comprends cette peur. Mmh. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce que vous dites un petit Oui, peu, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est la guerre, c'est la malheureusement. guerre et mmh. En tout cas, vous sentez, parce que voilà, mais encore une fois, on parle d'accords là tout récemment possibles, mais selon vous, d'après ce que vous voyez, ce que vous entendez en Ukraine, il n'y aura pas de concession, que ce soit sur la Crimée, sur les territoires à l'est de l'Ukraine. Ça, c'est absolument hors de question, même si ça veut dire que la guerre pourrait s'arrêter. Et si la guerre s'arrête aujourd'hui, en l'état actuel, ça veut dire qu'elle reprendra dans quelques années. Ouais, ouais. Parce que on aura laissé euh, euh, guider Mm, à Poutine que il est encore qu'il peut reprendre des forces et continuer le travail. mhm. Est-ce que ça me fait penser à une autre question? Est-ce que en Ukraine, on envisage aussi le fait que Poutine, il va pas être éternel, il n'est pas éternel, et que un changement de régime est aussi possible en Russie, et que de nouvelles relations pourraient se mettre en place entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que ça, c'est un discours qu'on veut éventuellement entendre, ou alors qui n'est pas acceptable? Bah, Hmm, alors dans mon cas, ça serait quand même le rêve. hmm. Mais parce qu'on a un peu l'impression, voilà, que Poutine, voilà, voilà, on est face à une Russie poutinienne aujourd'hui, demain et après-demain, alors que Enfin, il est quand ça va même pas pas être. tout seul. Ouais, Hein. ouais, mhm. Ouais, voilà, il n'y a pas que lui, ouais. Il n'y a pas que lui, ouais. Qu'est-ce que vous parliez des Roumains et des Moldaves qui ont été très présents et qui continuent à être d'un grand soutien. La Moldavie, je crois, était le pays par rapport au nombre d'habitants en Moldavie en République de Moldavie, qui a accueilli le plus d'Ukrainiens depuis le début de la guerre. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais en tout cas, il y a un an, c'était toujours le cas. Enfin, en tout cas, on sent une vraie mobilisation en Roumanie. Comme en République de Moldavie. J'interviewais pour la deuxième fois d'ailleurs au printemps l'ambassadeur de France à Chisinau, en République de Moldavie, Paul Graham, qui me parlait de toutes ces actions et ces initiatives pour aider l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Roumains et aux Moldaves? Moi, je crois que leur combat n'est pas vain et qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine parce que finalement nous n'avons pas le choix, même si certains doutent plus à l'ouest en Mm. Europe. Mm. Et République de Moldavie C'est particulièrement dangereux. exposée, effectivement. Oui, c'est ça le sentiment que j'ai pu entendre depuis Chisinau, enfin, moins de Bucarest évidemment, parce que la Roumanie fait partie de l'OTAN, mais en tout cas à Chisinau, il y a une vraie préoccupation. Oui. Mm. Mm. Si vous voulez bien, Maud Joseph, on va terminer cet entretien par une question un petit peu plus personnelle. Vous, comment vous faites avec votre famille? Je crois que vous avez des enfants. Mm. Oui. Ouais. Et alors, ils sont en France ou une partie à Kiev? Euh,
Non, elles sont plutôt. J'ai 3 filles Trois filles. Mhm. qui sont en France, qui vont à l'école en France. Mhm. Euh, Elles sont déjà revenues à Kiev 3 fois. Mhm. La première fois, c'est parce que il y avait un vrai besoin pour elles. C'était à Noël 2022. Il y avait un besoin et qu'on sentait qu'il fallait qu'elles retrouvent, puisqu'elles sont parties en vacances et ne sont jamais rentrées chez elles. Il y avait une grande déprime générale et donc on a Mhm. dû partir quelques jours à Kiev pour qu'elles puissent retrouver leur maison. Mhm. Puis des amis, Et évidemment. on Mhm. a renouvelé l'expérience l'été dernier et à Noël dernier à nouveau. Mhm. Cet été, par contre, elles vont pas revenir. Non. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui vous a rapproché autant au-delà de la guerre des Ukrainiens? Comme je disais, vous vivez à Kiev depuis 2013 avec des allers-retours en France, mais et ça depuis que c'est la troisième entretien que nous faisons ensemble, et ce que j'ai ressenti dès le départ, c'est un véritable amour pour ce pays, pour ces gens. Euh, et encore une fois, quand on regarde des reportages ou qu'on écoute les Ukrainiens, c'est toujours un petit peu monothématique. On parle de la guerre et encore et toujours de la guerre. Bien qu'il y ait des reportages différents, je veux rappeler cette très belle série documentaire. Je suppose que vous l'avez vu, un opéra en guerre de 4 épisodes sur Arte, et réalisé par Éric de la Varenne, qui parle donc des artistes de l'opéra de Kiev. Mais on n'entend pas, on les connaît pas suffisamment, j'ai envie de dire. Et puis en plus, on est en processus de négociation pour l'entrée du pays à l'Union européenne. Alors, vous, avec vos mots, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur les Ukrainiens, sur ce pays, ce qui vous touche le plus chez eux, dans leur façon de gérer le quotidien? Encore une fois, au-delà du contexte actuel, qu'est-ce que vous aimez chez eux et Ce chez que elles? j'aime chez eux et chez elles surtout, euh, c'est euh, c'est leur force et surtout leur désir de démocratie malgré tout. Et parfois, j'ai l'impression que c'est une notion qui est tellement dans nos habitudes en France qu'on oublie ce que c'est. Et de voir des gens qui se battent encore pour une valeur qui est tellement importante pour moi. Si je peux les aider en étant en Ukraine, si je peux être une toute petite pierre Mhm. à l'édifice, j'en suis, Oui. j'en suis tellement fière. Mhm. Et comment vous Donc décrirez... oui, Ouais. de voir cette lutte pour la démocratie, la liberté, Mhm. c'est tellement important. Mhm. Et comment vous décririez l'humour ukrainien? Je ne sais pas. Il y a quand même eu pas mal d'images bien drôles malgré tout. On se souvient tous au tout début de la guerre des agriculteurs qui se filmaient en ayant avec leurs tracteurs qui tiraient des chars. Mais c'est ça l'Ukraine, et je pense que c'est ça qui leur permet de résister. Mhm. C'est de voir toujours le bon côté des choses. Mhm. Et la femme ukrainienne, au-delà de cette force dont vous parlez, euh, elle est comment? Aujourd'hui, c'est elle qui mène les affaires, c'est elle qui mène la vie. Mhm. C'est une femme forte. Très bien. Merci beaucoup.
Moi, Joseph, pour cet entretien. Je sais que ça n'a pas été facile, donc nous en sommes ravis. On va revenir vers vous, hein, on va pas vous abandonner, certainement pas aujourd'hui. Donc, merci encore. Hein. Comme je disais, c'était le dernier entretien avant la pause estivale. Donc, bel été, malgré tout, à vous. Encore merci et à bientôt. Merci Laurent, à très bientôt. Merci. J'espère que ce sera la victoire la prochaine fois. On espère également. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui et jusqu'en septembre. Voilà, je vous souhaite un bel été. Soyez prudents, que vous soyez au bord de la mer, en montagne ou sur les routes. Je ne vais pas rappeler mon petit message de sécurité routière, mais vous savez ce que j'en pense. On roule trop vite en Roumanie, donc faites très très attention. Voilà. Vă doresc o vară plăcută. À bientôt. Au revoir.